On voit que le mot cash s'inscrit en énorme sur l'écran. RSE arrive quand même assez gros, hein, assez important. Pilotage, recrutement, digitalisation, enfin vous les voyez. Et on va tout à l'heure interroger nos invités pour savoir si eux aussi le sentent comme ça. Mais d'abord, pour commencer, donc Laurent Morel, associé de PwC. L'étude que vous menez depuis 11 ans sur les priorités du directeur financier. Donc, est-ce qu'il y a des surprises cette année? Alors, effectivement, bonjour à tous, merci. Merci pour cette intervention. Effectivement, on a fait pour cette 11e année consécutive l'étude des priorités des DAF. J'en profite d'ailleurs pour remercier la DFCG de ce partenariat de long terme. Remercier l'ensemble des CFO qui ont répondu à cette étude, puisque c'est ça qui nous permet d'alimenter. Effectivement, on va voir des choses de ce type-là. Puis remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec nous pour la constituer. Je pense à Asna, Saoussen, Alexandre, Eugénie et Raphaël, pour ne citer que. Alors effectivement, des surprises, je ne sais pas si ça marche. Pour passer au visuel, le point qui est important sur les surprises, c'est justement le CFO qui doit résoudre beaucoup d'équations. Et donc, je pense que le premier élément qu'on voulait partager avec vous, c'est cette photo, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, je ne sais pas si vous êtes plutôt devant, sur la proue, plutôt à la barre. Et donc avec un sous-titre qui est assez important, c'est garder le cap face à l'incertitude, parce qu'effectivement, ça a été l'une des principales surprises par rapport aux années précédentes. On a eu des résultats qui étaient un peu plus étonnants ou qui ne s'analysaient pas aussi simplement que les années d'avant. Et on voit bien qu'on est justement en post-Covid, on voit bien qu'on est dans un environnement qui est très, très mouvement et très, très changeant. Et donc, du coup, comment les CFO s'y retrouvent par rapport à ça, c'est la grande équation sur laquelle il faut suivre. Donc ça, c'est la tendance de fond sur cette étude, c'est garder le cap face à l'incertitude. Et on va essayer de vous montrer par quelques visuels, quelques éléments de l'étude. Alors, vous l'attendez tous, c'est le baromètre, et effectivement, ça va ressortir sur un certain nombre de points, si j'arrive à passer à la slide suivante. Mais quand la technique nous lâche, c'est là où on voit que... On en a besoin. C'est là qu'on voit qu'on en a besoin. Donc, on fait chaque année un baromètre sur ces principaux éléments. On voit sans surprise que le pilotage de la performance est toujours une des priorités. Pilotage de la performance, d'ailleurs, qui est de plus en plus teinté d'une dimension multidimensionnelle, pour reprendre les éléments de la conférence précédente, et effectivement tout un focus sur cette dimension ESG dont on parlera plus tard. Le deuxième sujet, c'est le cash. Vous l'avez mis d'ailleurs dans le visuel. Le cash ressortait de manière significative, et c'est vrai que quand on voit ce que vous nous avez remonté et quand on voit l'environnement dans lequel on est, cette dimension cash est majeure. Et puis le troisième point sur lequel on a voulu accentuer, c'est la barre grise ou noire là, qui traverse. C'est en fait la notion de gestion des talents. Alors, pas complètement à court terme pour l'année 2023, mais on voit qu'en perspective, à moyen terme, hein, d'ici 3 ans, il y a des vrais enjeux sur les talents, des sujets de recrutement, des sujets d'attractivité, des sujets de transformation. Et donc, on a aussi un élément de focalisation dans l'étude, en fait, hein, par rapport à ça. Alors, sans grand suspense ou sans grand étonnement, on a voulu mettre un point sur la partie inflation, parce que tout le monde a remarqué que c'était le sujet majeur. On voit que, et au-delà du risque numéro 1 qui est remonté comme l'inflation parmi les répondants, on voit que le sujet majeur, c'est comment on impute cette inflation. On voit bien que tout pousse, hein, donc c'est pas vraiment on n'essaye pas de retenir les fournisseurs qui ont eux-mêmes leur inflation. Donc on voit que les deux sujets, c'est comment on l'impute sur les prix, comment on arrive à trouver une stratégie prix par rapport à ça, et comment on essaye de trouver des éléments d'efficacité pour essayer de contenir cette inflation et pas rentrer dans le cercle vicieux qui a été évoqué ce matin. Et je rajoute un chiffre qui n'est pas à l'écran mais qui est dans l'étude. Au niveau des ETI, quand on regarde le deuxième sujet de rétention, c'est la rémunération. Et donc, on voit bien qu'on a ce sujet d'équation à résoudre entre les salaires, l'inflation et puis le business à proprement parler. Donc ça, je pense que c'est un des premiers éléments d'enseignement important sur l'étude, sur cette notion d'inflation. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a 3 autres en tant que tel. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, on est toujours
en marche sur la transformation des directions financières, sur l'agilité dans le prévisionnel, sur la volonté de digitalisation, sur l'importance de la data, sur la dématérialisation fiscale. Ça, c'est très français, mais ça devient particulièrement important. Et donc, on voit bien que là aussi, cette tendance d'évolution, elle reste toujours présente et est toujours essentielle pour l'ensemble des directions financières. Donc, juste quelques chiffres, vous en avez d'autres, vous avez plutôt d'autres enseignements, mais on voit bien que les directions financières continuent d'évoluer et c'est assez essentiel. Et les deux autres enseignements que j'ai envie de partager avec le panel ce matin, c'est effectivement la partie RSE. Où aujourd'hui, la RSE, c'est maintenant un incontournable, qu'on est en train de passer d'une notion de conformité réglementaire. Alors, il y a beaucoup de réglementaires, hein, la taxonomie, la CSRD qui arrive, beaucoup de sujets qui sont là-dessus. Pour autant, on est en train de passer à une notion de performance RSE et donc du coup, le CFO a un vrai rôle à jouer là-dedans, non seulement parce qu'il tient les chaînes de reporting, parce qu'il est au cœur du pilotage de la performance. Et donc, on voit bien la tendance de fond et donc le fait que cette dimension RSE, c'est un incontournable pour les directions financières qui ont une place à jouer. Alors, comme j'aime beaucoup les équations, je vous en ai mis une autre, c'est data ESG égale data finance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une tendance de fond sur l'auditabilité, la qualité, la fiabilité de cette donnée ESG, qui à très court terme va prendre le même niveau qu'une dimension financière et sert la dimension financière dans cette vision de performance globale. Et on avait mis aussi un verbatim, mais qui est une tendance de fond, c'est toute la partie décarbonation et la partie CO2 qui a été évoqué sur les sessions précédentes. Et donc, effectivement, là, il y a une tendance de fond majeure qu'on avait déjà vu poindre depuis quelques années, mais là, c'est ancré, c'est dans les enjeux du CFO de prendre en compte ces dimensions-là. La dernière équation, j'allais dire, c'est équipe et transformation et data. On a tout un chapitre dans cette étude qui montre comment on essaye de faire évoluer les équipes de la filière finance, comment on les retient, comment on gère cette guerre des talents. C'est très compliqué de recruter pour tout le monde. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il y a des vrais enjeux de formation et on voulait mettre en visibilité pour ce matin les endroits majeurs sur lesquels les directions financières attendent à faire progresser significativement leurs équipes. Et là, on voit que le sujet de la data est un sujet absolument majeur et absolument essentiel. Et donc, on a un vrai champ à franchir dans la filière finance pour augmenter cette dimension data. Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui existent. Les outils existent en matière de data. On est beaucoup plus sur la transformation, sur la compétence. Et c'est ce qui ressort un petit peu de l'entête. Donc juste en mot de conclusion, vous avez le QR code si vous voulez aller lire l'étude dans son ensemble et puis donc passer à l'action pour garder le cap en citant Sénèque, qui est une vieille citation mais qui n'est pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Et donc j'invite tous les CFO à essayer de savoir où ils vont. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on va faire réagir tout de suite nos invités. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette étude, dans les préoccupations prioritaires qui sont ressorties ou quelle surprise vous avez eue? Peut-être Carole en premier? Globalement, oui. Je veux dire bonjour à tous déjà. Je trouve qu'il y a plein de points qui résonnent par rapport à la vie quotidienne d'un groupe comme Capgemini et celui d'une direction financière. Le cash, bien évidemment. C'est une préoccupation journalière. Le temps où nos clients n'étaient pas très enclins à avoir du cash excédentaire à leur bilan est définitivement révolu. Donc, c'est effectivement un environnement beaucoup plus contraignant. Et puis, il y a le sujet de la robustesse du balance sheet et donc le fait que la liquidité est quelque chose d'extrêmement important quand on aborde des périodes un peu plus chahutées. Donc ça fait partie, ça c'est des choses plus long terme, mais qui se gèrent et qui font partie de la confiance des investisseurs dans un groupe. Donc ça, évidemment, on a changé de paradigme. L'inflation et tout ce qui va avec. Les talents, moi je pense qu'on demande beaucoup plus aux directions financières par les temps chahutés que par les temps clairs. Et j'ai bien aimé le côté multidimensionnel, effectivement le réceptacle de la finance et tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ce qu'on demande aux directeurs financiers et globalement à l'ensemble des acteurs finance, c'est d'avoir plus d'insight, plus d'analyse. Donc il y a juste un petit point qui m'a surprise dans l'analyse que vous avez donnée, c'est le côté un peu la décrue de tout ce qui était process optimisation, je ne sais pas comment c'était. Voilà. Parce que pour moi ça va avec, c'est-à-dire que si on veut demander aux gens
de passer plus de temps dans l'analytique, dans la production de vraiment plans d'action. Il faut de l'analyse et il faut du temps de cerveau. Et plus on a des processus standardisés, plus on a fait de l'automatisation, plus on a eu une data stratégie derrière, plus on a du temps pour ça. Donc moi, je dirais que je suis... Et je le vois chez nos clients, puisqu'on est un groupe qui accompagnons nos clients dans la transformation digitale. Je le vois aussi s'opérer chez nos clients. Donc, pour moi, ça va avec. C'est-à-dire, plus on en demande, plus on demande de la valeur ajoutée, plus il faut que les process, la data stratégie soient extrêmement efficaces. Donc, ça va un peu avec pour moi. Alors, même question, Grégory Sanson, donc vous êtes de Bonduelle. Comment vous réagissez à l'étude? Est-ce que vous reconnaissez ou qu'est-ce qui n'est pas qui est important pour vous? Moi, j'en retire 3 choses. D'abord, j'ai commencé par la bonne nouvelle, parce qu'on va peut-être défiler de moins bonnes nouvelles, donc on va commencer par là. C'est vrai que vous dites que la confiance baisse, mais je trouve que dans votre étude, elle reste à un niveau haut. On est quasiment 75-76% de directeurs financiers qui ont confiance en l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on sait que l'économie, la croissance, le développement, ça repose d'abord sur la confiance. Alors peut-être qu'on n'avait pas pris encore en compte toutes les conséquences de ce qui nous est arrivé en début d'année, mais en tout cas, moi, je trouve ça très positif. Le deuxième aspect, c'est le pilotage de la performance. De nouveau, on a un stress test. Le premier, c'était le Covid. Le deuxième, aujourd'hui, c'est cet environnement de disruption de chaînes de valeur, d'inflation, qui mettent à l'épreuve à la fois nos outils. On voit dans l'étude d'ailleurs qu'on est tous à essayer d'optimiser nos processus budgétaires parce qu'ils sont trop longs et trop complexes. Et là, on a des volatilités qui sont extrêmement importantes. Donc les hypothèses de base qui servent à nos plans budget, moyen terme, etc., sont battus en brèche, mais d'une semaine sur l'autre. On a des volatilités incroyables sur l'énergie, sur plein de composants. Donc, comment gérer cet aspect-là dans un process budgétaire qui soit agile? C'est un enjeu aussi pour nos façons de compter. Donc nous, on est dans l'agroalimentaire, donc ça va être mon petit moment pub, Bonduelle, donc conserve, surgelé, frais, marque Bonduelle, marque Cassegrain. On est également à la marque de distributeur et on est des agro-industriels. Donc on est industriel à 95%, ce que l'on vend, on le produit, et puis on est très impliqué dans le monde agricole. Et cette dimension d'inflation est extrêmement importante. Parce que jusqu'ici, la consommation alimentaire, c'est très stable, relativement peu de fluctuations. Les coûts, globalement, on avait 1-2% d'inflation. Et donc, on fonctionnait dans notre pilotage avec des coûts standards. Oui, mais aujourd'hui, avec la volatilité des inflations, ça ne marche plus. Donc, on a le chiffre d'affaires qui est inflaté parce qu'on passe les augmentations de coûts dans nos prix, mais de l'autre côté, on n'a pas le reflet complet de ce que ça nous coûte. Et donc, en fait, ça détruit complètement la lisibilité des marges. Donc, ça met à l'épreuve aussi nos façons de compter. Et puis le troisième aspect, c'est qu'on onboard aujourd'hui des générations qui n'ont jamais connu l'inflation, qui découvrent et qui n'ont pas parfois également les bons réflexes. Je pense à la trésorerie quand il s'agit d'edger, par exemple. Je pense également au contrôle de gestion quand il s'agit de donner des arguments aux commerciaux pour aller défendre les augmentations de prix vers nos amis distributeurs. Et puis le troisième aspect, c'est court terme versus long terme. Très clairement, on voit cash. On l'a revu d'ailleurs avec le sondage, c'est la gestion des risques. Donc là aussi, stress test pour la cartographie des risques. Qui avait mis le Covid dans sa cartographie des risques, levez la main. Donc très honnêtement, il faut être très humble par rapport à ça. Versus l'amélioration des processus, tu le citais, ou le développement. Mais notre responsabilité, c'est à la fois, c'est un peu comme une voiture, il faut éclairer juste devant, mais il faut essayer d'être plein phare et d'éclairer un petit peu plus loin. On a des enjeux extrêmement importants, je suis sûr qu'on y reviendra sur la RSE par exemple, qui nous font embrasser au même moment où, malheureusement, c'est back to basics. On revient sur le court terme, les problématiques de cash, les problématiques de financement, les problématiques de hedging qu'on avait peut-être réussi à laisser de côté. Régis Massuyo, même question, même motif, même punition. Punition, c'est gentil. Merci, bonjour à tous. C'est difficile de ne pas faire écho à ce qui a été dit. Donc, en effet, la lecture, je pense qu'elle parle pour beaucoup d'entre nous. Je pense que ce qui est notre agenda aujourd'hui, c'est la gestion du temps court et du temps long par rapport à tous ces modes d'action. On doit rester extrêmement agile. Parce que les projets en effet qu'on pouvait avoir sur des temps un peu plus longs, la digitalisation, certaines choses, on peut être amené à les revoir aussi pour des temps plus courts, pour répondre à des résultats. Donc ce qui me frappe dans cette étude, en fait, c'est que d'une certaine manière, les thèmes sont récurrents, les polarités changent, et l'interprétation du temps court et du temps long, c'est vraiment notre responsabilité au sein de l'entreprise. J'évoquerai un sujet pour
aller peut-être dans le sens de ce qui a été dit à 2-3 moments. Je pense qu'on n'a pas digéré le Covid. Moi, je travaille dans une activité, je viens de l'agroalimentaire, donc j'entends et je bois les paroles de mon chez camarade. Danone, c'est ça? Oui, puis d'autres. Maintenant, je suis dans une catégorie beaucoup plus discrétionnaire qui a profité paradoxalement du Covid, dans un modèle très omnicanal qui a démontré que le retail, c'était plus forcément l'histoire de demain. Donc, il a fallu beaucoup s'adapter. Maison du Monde a pu traverser cette crise grâce à son omnicanalité. Mais aujourd'hui, je ne sais plus prévoir. Parce que l'aspect plus discrétionnaire de cette catégorie, avec la volatilité et les extrêmes qu'on touche aujourd'hui sur les coûts, sur la capacité à passer du prix, sur les arbitrages différents opérés d'un pays à un autre, en termes d'accompagnement du pouvoir d'achat, il faut qu'aujourd'hui, les modèles prévisionnels sont... pour être franc, on peut parler de budget, de rolling forecast ou autre chose, ça ce sont des outils, des méthodes, mais il y a l'appréciation de la catégorie, la capacité à se projeter. Et donc, je pense quand j'ai lu Pilotage de la performance, au-delà de la dimension de l'outil, de la façon de travailler, c'est le questionnement des équipes et d'accompagner le business à opérer différemment l'interprétation des dynamiques qu'on voit à très court terme et qui ne sont pas totalement intégrées. Donc voilà, je dirais que cette dimension court terme, moyen terme, long terme, la capacité à changer les critères de décision, les critères d'interprétation de l'activité, très difficile pour moi de dire si demain ce secteur en croissance va reconnaître un cycle ou si c'est justement la question de l'inflation va être un temps plus long. Quelqu'un a parlé du hedging précédemment en disant qu'il y a un moment où ça s'arrête. J'ai 90% de mes coûts qui sont exposés au dollar, c'est en effet une question, parce qu'à un moment donné où sur des lancements de collection, je dois définir le prix de mon meuble en 2014. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il faudra revoir le mobilier de chez Châteauforme. C'est très difficile de pricer demain, dans 24 mois, sans savoir à quel coût je vais pouvoir l'acheter. Donc cette dimension dans le pilotage de la performance par rapport à la lecture des indicateurs est pour moi important. Et dernier sujet, c'est la RSE, parce qu'en effet, la création de valeur de nos entreprises, elle ne passe plus par la comptabilité financière, mais par une comptabilité multidimensionnelle, capitale. On l'entend tous pour ceux qui ont des actionnaires ou qui font quelques roadshows. Et en effet, il faut l'intégrer maintenant à l'intérieur de la performance. Dans quelle mesure ça devient le bon indicateur de décision sur ouvrir de nouvelles boutiques, ouvrir de nouveaux pays, continuer de sourcer en Asie ou pas, etc. etc. Certaines décisions peuvent être un peu plus compliquées à prendre eu égard à ces critères et à la pression du court terme sur la performance. Donc je pense que notre enjeu de la RSE, c'est de vraiment le digérer, l'absorber. Je crois que ça fera partie de l'agenda de la journée aussi à un autre moment. Voilà. Et on va terminer avec Frédéric Baudot. Comment vous réagissez à l'étude et en quoi elle fait écho ou non à vos propres préoccupations? Alors, également, bonjour à tous. Également, je suis content de voir que le pilotage de la performance est arrivé en numéro 1. Je crois que c'est une constante dans notre entreprise, et particulièrement avec, dans ce qui a été dit par mes collègues, l'étendue à des données non financières, à savoir l'ESG, enfin le RSE, qui est une chose une des plus importantes, à mon avis, pour notre futur proche et un peu plus lointain. Ça l'a été dans notre domaine de l'énergie avec le HSE, tout ce qui était health et safety des personnes. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie de nos valeurs. Donc, au-delà même, on va dire, du rendu réglementaire et du reporting qu'on doit faire vis-à-vis des institutions et autres, de nos investisseurs, je crois que c'est important que ça va devenir nos valeurs. Et en tant que nos valeurs, il faut qu'on soit capable d'y apporter un critère de performance, savoir si on est en ligne avec ce que nous souhaitons faire, ce que nos employés veulent faire, ce que nos investisseurs attendent de nous également. Alors, il y a un critère, après ça dépend peut-être des industries, mais il y a un critère qui pour moi est un peu plus bas que je ne l'aurais placé, c'est la gestion des risques. On a quand même une volatilité des matières premières, des problèmes de logistique, des problèmes de devises, des problèmes de concentration parfois de fournisseurs dans des pays on va dire, à géopolitique un peu plus compliquée. On l'a vu avec des clients également, avec la Russie. On le voit parfois un peu avec la Chine. On se retrouve avec des sous-traitants qui sont très concentrés. Et je pense qu'il est important que la direction financière joue un rôle très important dans la gestion de ces risques. Je pense que pour nous, on est une société qui gère des très gros projets, des projets complexes. La direction financière fait partie prenante de la prise de risque ou de la mitigation des risques. Donc, au niveau des appels d'offres, quand on va vendre des très grosses usines, par exemple de LNG au Moyen-Orient ou ailleurs, donc la compréhension des risques qu'on prend,
comment les litiger en appel d'offres, et ensuite comment les suivre au cours de la réalisation de projets qui peuvent durer jusqu'à une période de 8 années. Donc ça c'est la partie, disons, que je trouve est un peu sous-estimée par rapport au métier dans lequel on est. Une chose que j'ai trouvé très intéressante, pour revenir sur la gestion du personnel, je ferai un parallèle avec la data, c'est qu'aujourd'hui, alors effectivement, les processus n'ont pas été mis en haut on va dire, de la liste. Alors, on a peut-être beaucoup travaillé, nous, sur les processus. Enfin, en tant qu'industrie, je pense tous, pour la période Covid, on a permis à nos équipes de travailler en remote, beaucoup plus qu'avant. Donc, les processus ont évolué. On est devenu beaucoup plus digital. On va continuer à l'être. Et ce qui va nous permettre de gérer nos ressources de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus mondiale. Sur nos projets, on a des équipes qui peuvent être dispersées entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, sur un même projet, grâce justement à ces outils. Donc le digital, pour moi aussi, est d'autant plus important qu'il va permettre de gérer nos ressources là où elles sont les plus efficaces, peut-être les moins chères également, c'est comme un sujet important, et où on peut les trouver. Parce que parfois, on a des manques de ressources dans certains pays, on peut les trouver dans d'autres, et le digital va nous aider à permettre de gérer ces ressources de façon globale. Donc c'est effectivement un point très important de l'étude de PwC. Alors, vous avez tous réagi à l'étude, mais en commençant à évoquer bien sûr vos propres préoccupations. Mais je voudrais qu'on entre plus justement dans vos préoccupations personnelles, en commençant par Carole. Chez Capgemini, qu'est-ce qui préoccupe en premier lieu pour 2023 la direction financière? L'agilité, je dirais. On a effectivement, ça fait écho à ce qui a été dit, on va de crise en crise. Et on a, il faut être très, très modeste, une difficulté à définir quelle sera la nature de la prochaine crise. Donc en fait, je trouve que de plus en plus, le CFO doit être le gardien de l'agilité. Donc ça veut dire qu'il faut regarder les inflationnistes, que ce soit, nous, on a 70% de nos coûts qui ce sont des salariés, puisqu'on est une société de services. Donc effectivement, l'inflation, on la vit déjà en 2022, puisqu'on est un secteur où on a la chance d'avoir une demande supérieure à l'offre dans le digital, parce que c'est un secteur très en demande dans tous les pays du monde. Donc on a déjà vécu en fait une demande de talent très importante dans le digital. Donc l'inflation sur les salaires, c'est quelque chose qui est déjà existant chez nous et qu'on a vécu en 2022. Donc comment on se projette avec ça? Comment effectivement on translate cette pression sur nos clients? Il y a l'inflation externe aussi qu'on regarde. Donc tout ça, ce sont des sujets qui existent. Le cash, bien évidemment. L'ESG chez nous a une dimension particulière parce que ça va bien au-delà de la taxonomie et des obligations réglementaires, parce que c'est une traction business, parce que en fait on est au cœur du sujet. On a le cœur des clients du groupe Capgemini, ce sont plutôt des groupes assez larges qui sont eux-mêmes leaders dans leur industrie. Et la plupart de ces acteurs, notamment les acteurs européens, ont mis sur la table des ambitions ESG. Donc il s'agit de les mesurer, il s'agit de les faire évoluer, il s'agit surtout de transformer les opérations, que ce soit le sourcing des matières premières, revisiter la supply chain, le manufacturing, la relation consommateur, pour faire en sorte qu'on délivre cette ambition. Et ça suppose une transformation digitale de la data derrière absolument massive. Donc on est au début d'une nouvelle ère. Et j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui a une forte ambition ESG, à la fois sur le E, le S et le G. Et sur la partie sustainable, on a évidemment, comme vous tous, un champ d'action assez important pour marcher sur deux jambes, une partie financière, une partie sustainable à très court terme. Mais ça va au-delà, parce que l'ambition du groupe va au-delà de l'ambition taxonomie. Et pour moi, c'est aussi ça va dans l'attraction des talents et dans la retention des talents. On a une structure assez pyramidale, l'âge moyen est assez jeune, et c'est une condition de recrutement, et c'est bien comme ça. Et dans l'entreprise, on a créé un campus qu'on appelle Sustainable Campus, où nos 350 000 employés ont une formation aux enjeux du réchauffement climatique, pour que ce soit ancré dans ce qu'on fait. C'est aussi une traction commerciale chez nous, mais aussi pour que ça change les comportements et qu'il y ait une conscience de ce que ça veut dire et de l'impact qu'on peut avoir à titre individuel aussi. Donc on est très engagé là-dedans, et ça va bien au-delà des enjeux purement financiers. Donc je pense qu'on est tous
conscient qu'il y a une finitude sur la planète. Et voilà, ça passe aussi, je pense, par les actions des entreprises. Et je crois que la finance, en passant par les banques, les investisseurs, vont donner le là aussi, parce que se financer quand on est carboné va devenir compliqué. Et moi, je le vois dans les roadshows qu'on peut avoir. Hein. On fait des roadshows, on a toujours des questions sur la dimension ESG. Systématiquement, on fait des capital markets à vocation ESG uniquement, on a des roadshows à vocation purement ESG. Donc c'est là, et c'est bien. Et c'est bien que ce soit là. Grégory Sanson, Bonduelle, quelles sont vos préoccupations vous êtes encore en Russie, je crois. Oui. Oui, c'est peut-être pas la première question que vous auriez voulu qu'on pose, mais... Je vous remercie de me l'avoir posée. C'était la punition, en fait. Non, mais vous excusez pas, je vais y répondre. non, mais c'est devenu un enfer, quand même, travailler en Russie, parce que les banques européennes sont plus là. Oui, alors donc il faut être autosuffisant ou... Alors, quand je citais les nouveaux outils à mettre en place, il y a peut-être quelque chose qu'on pratiquait moins, qui sont aussi les worst case scénarios, puisque la Russie, effectivement, ça fait à peu près 7% de notre chiffre d'affaires, une part plus importante en termes de rentabilité. Et nous, on a fait le choix exigeant de rester. On a fait le choix exigeant de rester parce qu'on peut avoir un avis sur le contexte géopolitique. Nous, ce qui est important, c'est de garder en tête qu'on est sur un secteur de première nécessité, c'est-à-dire qu'on nourrit des populations. Et qu'ensuite, on a des collaborateurs. Aujourd'hui, on a 3 usines en Russie, donc on est tous devenus des champions du monde de la géographie de l'Ukraine et de la Russie. Donc on a juste une usine qui est à Belgorod, donc juste en face de Kharkiv, où de temps en temps, il y a des débris de missiles qui effectivement se retrouvent sur le parking. Et donc dans ces cas-là, on a des problématiques de préservation de nos collaborateurs, évidemment. Préserver à la fois leur sécurité, ça c'est la priorité, c'est incontournable, mais ensuite leur permettre de continuer à avoir un emploi et une source de revenus. Donc on a fait ce choix-là. Alors effectivement, c'est pas loin d'être un enfer. En tous les cas, c'est très très compliqué parce que beaucoup de banques ont quitté la Russie, donc il faut se financer et faire transiter des fonds, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile en ce moment. Tout le monde connaît le KYC et les complexités de transférer dans des pays de cette nature. C'est aussi arriver à trouver des assureurs parce que plus aucun assureur mondial n'assure aujourd'hui la Russie, donc il faut s'assurer localement. Et puis il y a tout ce genre de petites aspérités ou difficultés administratives que l'on rencontre. On a fait ce choix, on l'assume. C'est une difficulté technique, c'est aussi un aspect de réputation. Et donc il faut aller expliquer cette position assez régulièrement. Donc on a cette problématique-là. Plus proche de nous, on a cette problématique de l'inflation. Donc la particularité, c'est que tout augmente et tout augmente en même temps. Donc quand vous achetez une boîte de conserve, en fait, vous achetez d'abord une boîte vide et vous achetez un peu de légumes. Il s'avère que la boîte vide, en fait, représente à peu près 35 à 40% du coût de revient. Et l'année dernière, on a une augmentation de 50% des boîtes vides. Donc vous avez vite fait le calcul, un tiers de 50%, vous avez déjà 15% d'augmentation de votre produit fini, simplement lié à l'emballage. Et tout augmente de cette nature. Et puis on parlait d'une vague d'inflation. D'abord, c'est une succession de vagues et c'est probablement plus une vague, mais c'est un tsunami. Nous estimons l'année prochaine que nous aurons autant d'inflation de nos coûts de revient que les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on double. Et donc, on a un pricing power, toute notre stratégie orientée sur les marques, et donc on fait passer les prix à la distribution. Donc pas sans difficulté, mais on y arrive. Derrière se pose évidemment une question de l'accessibilité de ces hausses de prix par la population. Parce que passer 15 à 20 comme on a passé cette année, et probablement il va y avoir de nouvelles augmentations 15 à 20 l'année prochaine, fait que vous n'avez pas des produits abordables. Parce que comparé aux alternatives, protéines animales, etc., le légume, c'est pas cher. Donc je vous invite à en acheter. Mais il n'en reste pas moins que c'est une augmentation nette. Et on le voit dès aujourd'hui, et tout n'a pas été reflété dans les linéaires. Le panier moyen du consommateur, il fléchit le 20. Quand il n'y a pas le moral, le consommateur, il arrête de consommer du 1er au 30. Mais quand il n'a plus de sous, c'est à partir du 20. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de constater. Et donc, nous, notre problématique, c'est peut-être moins, et on a cette chance de passer les prix à la distribution, c'est de se dire, mais in fine, et ça, on partage la problématique à la distribution, quelle va être la réaction du consommateur. Voilà, donc c'est vraiment ce qui nous préoccupe, et on va venir tester là l'élasticité prix de nos catégories de produits qui étaient réputées avoir une élasticité relativement faible. Le dernier point, c'est de poursuivre notre transformation. Donc on a eu
je dirais, défini ce qu'était notre stratégie, donc une croissance durable à impact positif, clarifier aussi notre raison d'être et qui s'est matérialisée assez rapidement puisqu'on a détouré une partie de nos activités qui étaient non-core en ce qui nous concerne en Amérique du Nord. C'est de poursuivre cette transformation du périmètre du groupe, transformation des activités du groupe, mais transformation aussi de notre modèle de management parce que le Covid, il n'a pas changé. Le Covid, en fait, il a accéléré, mais il a accéléré fortement nos modes de fonctionnement, la façon de manager. Il a changé extrêmement fortement aussi les aspirations de nos collaborateurs. Bon. Donc, on est encore majoritaire aujourd'hui dans les organisations, mais le cycle de la vie fait qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Donc, c'est peut-être eux un peu s'adapter aujourd'hui, mais c'est surtout nous, pour l'avenir, à s'adapter. Et ça, c'est un vrai défi pour des entreprises comme les nôtres. Merci beaucoup. Régis. Alors, merci pour cette excellente transition, Grégory, sur le comportement des acheteurs l'an prochain entre l'alimentaire et le reste. Deux priorités immédiates. Là encore, Carole parlait d'agilité. Je bois ces paroles-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est aujourd'hui, ce qui m'occupe, c'est de prévoir différentes alternatives. C'est de pouvoir garder la capacité d'accélérer parce que je reste convaincu qu'une marque forte en période de crise est plus résiliente qu'une marque qui ne l'est pas. Et il faut continuer d'investir derrière une marque. Donc moi, je dois garder la capacité d'accélérer et d'investir. Et en même temps, je suis convaincu également qu'on ne lit pas aujourd'hui la dernière vague de l'inflation et qu'il y a une certaine rémanence après l'épicentre et que la vague, elle n'arrive pas tout de suite. Donc, je dois anticiper des comportements d'achat qui vont s'altérer. Donc, je dois pouvoir aussi freiner parce que ma responsabilité, c'est de protéger un modèle. Et donc, derrière, c'est une question de rythme parce que je cherche aussi, nous cherchons à ne pas modifier nos piliers stratégiques. Je pense que dans ces temps-là, ce qui est important, c'est de garder de la cohérence par rapport à un agenda. Et même en crise, on doit garder le cap, la boussole. Enfin, on a tous notre manière de l'exprimer en interne, donc je parlerai de piliers stratégiques. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, il est en effet sur les personnes, parce que dans différentes fonctions, sur les gens, sur nos équipes, il y a paradoxalement des vraies tensions de disponibilité. Il va s'ajouter à cela de disponibilité, à savoir des compétences qui sont rares aujourd'hui. La comptabilité, c'est difficile de trouver en province, parce que pour ma part, les bureaux sont en province, des comptables rapidement disponibles. Et va s'ajouter à cela une tension sur les salaires. Et donc, il est ultra important, ces périodes de crise, de continuer d'inscrire ces équipes-là dans un projet d'entreprise pour les garder. Donc, il va falloir faire des efforts à garder les talents et donc probablement être plus exigeant sur, j'ose le dire, sur une partie des équipes qui est moins talentueuse pour s'assurer qu'on a les moyens de garder ceux qui se comptent et qui portent le modèle. Donc, je pense que ma deuxième préoccupation aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'on a bien les équipes qui sont là pour traverser cette crise à venir. Est-ce que vous voulez dire qu'on ne peut pas passer les augmentations identiques à tout le monde et qu'il va falloir être plus différenciant je pense que dans il y a 10 ans, quoi. La gaussienne classique qu'on essaye de respecter dans la distribution d'une enveloppe d'augmentation de salaire, il va falloir être plus exigeant et être plus courageux managérialement pour faire des efforts à certains endroits, mais pour garder des talents à d'autres. Parce qu'il y a sur certains métiers, en effet, des tensions. Et moi, j'observe déjà des personnes qui, aujourd'hui, face à leurs propres difficultés, si le projet dans lequel ils sont inscrits n'est pas assez fort, ce ne sera pas suffisant pour les retenir. On ressort tous d'une période où les augmentations de salaire, elles étaient au rythme de quelque chose que l'on pouvait absorber dans nos modèles. Aujourd'hui, ça va être plus délicat. Donc garder les talents, ça va être clé. Frédéric Baudot. Alors pour moi, chez Technip, donc une priorité, bien évidemment, c'est garder les équipes proches du terrain, des opérationnels. Donc je parlais du risque, c'est comme ça qu'on va pouvoir le mieux le comprendre, le mieux l'appréhender, mieux le gérer. Et la deuxième partie, donc Technip Énergie, est comme son nom l'indique dans le secteur de l'énergie, donc c'est quand même un secteur en très grande transition énergétique. Donc une partie importante de notre équipe financière va devoir, on va dire, comprendre comment on va travailler dans ce nouvel écosystème qu'est l'énergie transition. Donc on va parler de l'hydrogène vert, on va parler de l'éolien, on va parler de toutes ces nouvelles technologies qui sont quand même au tout début, et comment on va pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise, créer de la valeur sur le long terme. C'est quand même une des préoccupations principales, à mon avis, de la direction financière. Donc, être garant de la création de valeur, quel investissement on va faire, quel partenariat on va pouvoir faire,
vers quel secteur on va devoir s'orienter. Donc ça, fait partie de, on va dire, la dynamique des équipes financières. Et pour rebondir sur ce que disait Carole, donc beaucoup d'agilité, puisqu'on va s'orienter vers un monde un peu nouveau qu'il va falloir comprendre, appréhender et contrôler pour effectivement à nouveau créer de la valeur pour notre entreprise. Alors vous, contrairement à votre voisin, vous avez quitté la Russie et ça a fait perdre... Enfin, l'action Technip s'est effondrée de 40% en bourse. Alors, on a perdu effectivement 40% le jour de cette annonce. On sort de la Russie, alors c'est pas forcément toujours par choix, mais c'est effectivement réglementaire, puisque dans notre activité, on devait quitter, donc on quitte la Russie. Finalement, la société garde une activité, on a pu remplacer les projets qu'on a en Russie par des projets dans d'autres secteurs. Le secteur de l'énergie, comme l'actualité le démontre, est très porteur. Beaucoup d'investissements sont en retard, donc il y a une nécessité de beaucoup d'investissements. Donc finalement, c'est ce que je vous disais, la géopolitique est un risque, disons, qui s'est matérialisé ces dernières années, avec lequel on doit vivre. Et puis, on essaie de s'orienter vers d'autres secteurs, d'autres pays, et diversifier un peu notre clientèle, nos fournisseurs. Et ce qu'on a réussi à faire d'ailleurs depuis le titre est très largement remonté. Donc finalement, on a pu démontrer de façon très transparente ce qu'on faisait. Je pense que c'est le plus important. La transparence vis-à-vis de nos investisseurs, donc ce qu'on faisait en Russie, de quelle manière on en sort et dans quelle manière on va pouvoir restituer une activité ailleurs pour compenser ce secteur qui était effectivement assez important dans nos comptes en 2021. Oui, donc c'était une question d'explication, de pédagogie, et le cours est remonté quasiment au niveau où il était le jour de la guerre. Fait. Puisque la perte, peut-être que certains investisseurs anticipaient, ne s'est pas matérialisée. C'est juste une sortie ordonnée d'un projet qui est effectivement en Russie. Ça veut dire que le risque géopolitique est remonté très très haut dans vos managements de risque. Je ne sais pas si maintenant vous pouvez réagir chacun. Oui, bien sûr. On a parlé du dollar. 80%, 90% avec le transport chez Maisons du Monde, c'est exposé au dollar. Donc en effet, moins 15, moins 20% sur la valeur, même si avec un bon hedging, on peut lisser. Quelqu'un disait juste avant qu'à un moment, ça s'arrête. Perturbation sur la consommation, tout simplement. Aujourd'hui, je pense que une de ces vagues post-tension politique, c'est la désorganisation globale de la consommation. Et on le voit bien sur le transport maritime. Parce qu'en fait, après un pic, post-Covid totalement perturbé, aujourd'hui, le marché est en train de s'écrouler au niveau du transport parce qu'ils ont remis des capacités, mais surtout parce que la demande mondiale est en train de totalement s'ajuster. Donc, oui, bien évidemment, ces tensions géopolitiques, elles vont jusqu'à l'achat du meuble à la fin ou à l'achat de notre prochain repas. Vous parliez de prix du transport. J'imagine que chez Bonduelle... les fluctuations du prix du fret maritime ont eu une importance énorme. Le transport, c'est important pour le PNL, mais c'est également important pour la planète. Pour la planète, donc c'est deux considérations importantes pour nous. D'abord, il faut transporter le légume jusqu'à l'usine. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a transformé, il faut l'amener au consommateur. Et ce sont des produits qui sont un peu pondéreux, donc on évite de les faire trop voyager parce que c'est vite très cher, mais c'est vrai qu'on est présent dans 120 pays, donc au travers de l'export. Et peut-être pour croiser avec la question précédente, on peut tout à fait imaginer que les printemps arabes qu'on a connus aujourd'hui et des émeutes de la faim puissent de nouveau se reproduire. Et ce contexte géostratégique, donc c'est l'Ukraine, c'est la Russie, c'est aujourd'hui l'Asie, autour de Taïwan, on le sait également, mais dans pas mal de pays, notamment de pays du Maghreb, il y a pas mal d'inquiétudes et des pays aujourd'hui qui se ferment. Donc effectivement, c'est revenu peut-être dans les premières priorités des cartographies des risques. Oui. Alors, Laurent voulait poser une question. Non, je ne sais pas si je veux poser une question, mais en fait, de cet échange, moi, je pense que ce qui est surtout intéressant et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on passe dans un autre monde. Et ce qui est essentiel pour les directions financières, ce que l'on voit, c'est justement cet niveau d'agilité, en fait. Et chaque entreprise a ses propres spécificités, ses propres risques géopolitiques, ses propres éléments. Mais justement, c'est comment une filière finance est en capacité d'avoir cette agilité. Et donc, du coup, comment elle s'est organisée, et certains ont fait des choix qui sont structurants au sens de la rigidité et qui est un problème, et d'autres qui ont fait des choix et qui sont en train d'évoluer, notamment on parlait de la data, qui leur permettent d'aller dans autre chose en fait et d'être agile. Et donc c'est je pense un des points qui est important, qui ressort.
et qui donnera des points pour l'étude de l'année prochaine, je pense. Alors, il y a un élément dont on n'a pas du tout parlé, c'est le télétravail. Vous faites partie d'une fonction, enfin, vous êtes dans une fonction où on peut complètement travailler à domicile. Donc, j'imagine que pendant le Covid, ça a facilité les choses. Et puis, un d'entre vous, je ne sais plus lequel, me disait que ça permet aussi dans une direction financière aujourd'hui d'avoir quelqu'un à Londres ou d'avoir quelqu'un, je ne sais pas où, à Barcelone, qu'on n'aurait pas embauché avant, qu'on embauche quand même, malgré sa distance géographique, mais ça permet aussi d'avoir plus de femmes, éventuellement, des femmes qui ont suivi un mari à Londres ou ailleurs et qui peuvent continuer à avoir une fonction de trésorier ou je ne sais pas, en tout cas la direction financière, sans être pour autant à Paris. Alors, est-ce que c'est valable pour vous tous ? Et est-ce que c'est un facteur finalement j'allais dire apaisant, c'est pas du tout le mot, mais un facteur qui permet de stabiliser un peu les directions financières, ou au contraire, est-ce que c'est un facteur de désordre ? Carole ? Je crois que c'est un des facteurs positifs du Covid, c'est-à-dire qu'on a appris à travailler des fois un peu autrement. Et pour un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, des fois meilleur. Et quand la motivation du salarié, que le rendu du travail est là et qu'il est en meilleure forme, je trouve que c'est positif. Chez Capgemini, moi j'ai pas mal d'équipes un peu partout dans le monde et je vois il y a des pays, comme notamment l'Inde, où les collaborateurs peuvent avoir jusqu'à 3 ou 4 heures de transport par jour. Quand on élimine ça un certain nombre de jours par semaine, ou qu'on est plus flexible dans la vision de la flexibilité du travail à la maison. Et on s'aperçoit, notamment pour la population féminine, qu'on est capable d'avoir une trajectoire de vie plus compatible avec les exigences de vie personnelle de certaines femmes, et donc de les garder plus longtemps. Et donc moi, je vois quelques aspects positifs. Et dans l'équilibre global, il faut bien sûr se retrouver. Donc moi, je fais beaucoup de meetings avec les équipes parce qu'il faut que les gens reviennent au travail. Et on a une politique partout de flexibilité dans tous les pays du monde pour que les gens reviennent de manière régulière au travail. Mais il faut aussi, je pense, être assez flexible, équipe par équipe, pour s'adapter aux besoins des uns et des autres. Et ça ouvre des voies qui sont pour moi très intéressantes, notamment pour les femmes dans certains pays. Qui d'autre veut réagir sur cette question ? Régis ? Grégory ? Non ? J'essaye de ne pas le regarder en disant c'est un facteur plus ou un facteur moins, parce que j'ai ma propre opinion et Ça veut dire que vous pensez moins ? Non, ça veut dire que pour bien le gérer, je pense qu'il faut l'intégrer comme un facteur de l'équation, comme dans d'autres cas. Qu'en effet, ça permet d'attirer de nouveaux profils, ça permet de travailler différemment. Dans beaucoup de cas, ça permet d'aller plus à l'essentiel. Je pense qu'il faut être malgré tout vigilant, et notre approche, pas que pour la finance, c'est de garder quand même une proximité qui permet de garder de la transversalité entre les fonctions. Ce n'est pas que la finance toute seule, c'est la finance avec les autres. Et sur des métiers opérationnels de terrain, il faut être présent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un morceau du puzzle. Indéniablement, ça demande beaucoup d'adaptation. Il faut se parler faut aussi savoir présenter le sujet comme un sujet à adresser, côté plus négatif du télétravail, parce que sinon on ne fait pas les bons changements qui y sont associés. Mais en effet, moi ça m'a permis d'attirer de nouveaux talents, parce que j'ai des équipes à Nantes et que tout le monde n'est pas forcément mobile. Or maintenant j'ai un bassin d'emploi aujourd'hui pour mes recherches qui est plus étendu, donc c'est un facteur plus pour les talents. Grégory, c'est la dernière réaction, parce que je m'aperçois qu'on a dépassé l'heure. En fait, il y a un balancier de trouver son point d'équilibre. D'abord, cette période de télétravail forcé que l'on a vécue n'a pas nécessairement été bien vécue par tout le monde, il faut s'en rendre compte. Quand on est en province, on a un petit peu plus de mètres carrés, c'est notre cas, qu'on peut en avoir à titre personnel quand on est en région parisienne par exemple. Donc les conditions de travail sont assez différentes. Je pense qu'il faut une régulation, comme tout, c'est quand les emails sont apparus, ça a débordé de partout. Maintenant, on est un petit peu plus, on maîtrise les choses un peu plus. Moi, ce qui m'interroge, c'est la culture d'entreprise. Alors on fait 2,5 milliards, mais on reste une ETI. Et la culture d'entreprise, elle se véhicule par l'interpersonnel.
Et j'ai quand même appris à l'école que 70% de la communication, c'est la communication non verbale. Et au travers de Teams, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut créer ces moments, il faut créer ces rituels, il faut être en capacité de se retrouver. Et je pense qu'on va trouver le bon équilibre d'ici quelques mois, d'ici peut-être quelques années. Mais ça prendra un certain temps. Et surtout, ne pas vivre sur l'inertie de ce qu'on a construit par le passé en termes de culture d'entreprise. Parce que l'inertie, ça aide, mais quand la roue tourne dans le mauvais sens, ça met très longtemps à être corrigé. Et pour compléter ce que vous disiez, il y a aussi l'entreprise, c'est un des derniers lieux de mixité sociale réussie, j'allais dire. Et si on passe à 100% télétravail, eh bien, c'est aussi une dimension de la société française qui en pâtirait. Voilà. Madame, messieurs, merci beaucoup de vos interventions et bonne suite de journée.